Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci tout d'abord aux organisateurs de ce colloque, et tout particulièrement à Pierre et Laurent. Je remercie le professeur Pertuis pour ses mots introductifs. Je remercie de façon générale les publicistes orléanais, en effet, qui prennent l'habitude d'explorer les racines historiques de leur discipline, ce qui n'est pas si commun chez les juristes qu'on appelle chez nous les juristes positivistes. Donc il s'agit là de terres que vous défrichez et qui sont, tout cela est extrêmement appréciable. D'ailleurs, c'est quand on a vu que vous faisiez Macquarel qu'à Poitiers, on s'est dit qu'il fallait à tout prix qu'on fasse Cormenin, sinon vous alliez faire Cormenin, puisque Cormenin a une propriété à 10 minutes de chez Macquarel et chez David. Mais sinon, je ne doute pas que vous l'auriez fait également. En tout cas, nous avons surfé sur cette idée, voyant que la chose était finalement assez à la mode et en vogue. Donc merci à vous. Alors, je vais en enlever un. Donc il me revient de vous parler d'Edmond David. J'ai changé le titre de ma communication. Edmond David, itinéraire d'un apprenti juriste dans la France des notables. Alors, je ne me suis pas embêté, vous avez vu, hein, j'ai repris une photo que j'ai trouvée dans les actes du colloque sur l'arrêt Blanco. Merci encore une fois, parce que j'avais du mal sinon à trouver de l'iconographie propre à Edmond David. Edmond David donc présente tous les signes distinctifs de son appartenance à ce qu'on a coutume d'appeler la France des notables. Cette société qui se caractérise à compter du règne de Louis-Philippe jusque dans les années 1880 par le triomphe de la bourgeoisie. Alors les indices en ce sens sont extrêmement nombreux. David naît à Niort en 1834, dans une ville dont son père, médecin, sera maire et dont son grand-père a été président du tribunal de commerce. Son père a été aussi président du conseil général et surtout, il a été pendant très longtemps, il est ici son père, Benjamin Ferdinand David, il a longtemps été député, juillettiste, puis bonapartiste, jusqu'à la chute du Second Empire, pendant quasiment une trentaine d'années. Les mœurs de David sont celles d'un catholique extrêmement solide, voire ultramontain. Ses frères et beaux-frères sont tous les deux magistrats de l'ordre judiciaire. Il est le père d'un polytechnicien et d'un prélat romain. Son épouse est une héritière, notamment du château de Cormont, où Edmond David achève ses jours en 1913. À l'évidence, la famille d'Edmond David cumule différentes espèces de capital. Le capital politique, tout d'abord, son père est l'incarnation du grand bourgeois libéral, sous la monarchie de Juillet, tout d'abord, puis sous le Second Empire, qui le récompense d'ailleurs de sa fidélité en investissant automatiquement à chaque élection législative, sans concurrent, pour le récompenser de sa fidélité au régime. Il a été un des premiers à se déclarer en faveur du coup d'État en 1851. Le capital économique, ensuite, Ferdinand David jouit d'une grande fortune. Cette fortune explique en partie d'ailleurs qu'Edmond David ait pu intégrer le Conseil d'État comme auditeur, c'est-à-dire à titre gratuit, à titre bénévole. Cette fortune lui permet notamment de tenir au Conseil d'État son rang et de ne pas ternir la réputation de l'endroit. C'est également cette perte, pour la petite anecdote, c'est également cette fortune qui lui permet aussi de résider dans les années 1860, alors qu'il n'est que maître des requêtes au Conseil d'État. C'est cette fortune qui lui permet de résider dans le 8e arrondissement de Paris. À l'époque, un traitement de maître des requêtes au Conseil d'État, c'est à peu près 10 000 francs par an, et encore, s'il est en première classe, alors que le budget bien géré d'une famille bourgeoise s'élève à 30, voire 40 000 francs. Donc c'est vraiment cette fortune familiale qui lui permet d'adopter le style de vie de la haute fonction publique de son temps. Le capital culturel, ensuite, la société bourgeoise a des formes de sociabilité qui lui sont propres, et notamment l'appartenance à des sociétés savantes, à des groupements d'érudits. Ces académies qui sont finalement le rendez-vous de l'élite financière, militaire, administrative ou judiciaire.
David, là encore, ne fait pas exception à la règle. On apprend que dès 1858, il a 27 ans, il est introduit, en tout cas il est invité très très fermement, ou en tout cas très solidement, par Boulatinier, qui est un conseiller d'État expérimenté. Il est introduit au sein de la Société d'Histoire de France. Et il ne restera plus à David pendant près de 60 ans que de payer chaque année sa cotisation et de financer de ses deniers personnels le fonctionnement de l'institution. Le capital professionnel. Comme chacun sait, David accomplit pendant 25 ans sa carrière dans un grand corps de l'État. C'est en soi une marque de notabilité. C'est là la condition de la structuration et de la domination sociale d'une classe de notables réunis autour d'une participation commune au pouvoir, composée du personnel de l'État, de l'aristocratie et de la haute et moyenne bourgeoisie urbaine. Sous le Second Empire, la composition du Conseil d'État reflète cette domination et David en est le parfait exemple. Il est l'archétype du grand commis de l'État, issu d'un chef-lieu administratif et politique de la France septentrionale, Niort, dont le père gravite dans la politique, la haute fonction publique, les affaires, l'industrie, ou bien exerce une profession libérale. Et c'est le cas chez le père de David. Et d'ailleurs, avec un père médecin devenu député, David appartient d'ailleurs à cette petite élite à plusieurs titres. Et puis, le capital, pardonnez-moi, scolaire et académique, enfin, qui occupera une grande partie de cette communication. La scolarité secondaire de David se fait à Paris. Il est niortais, mais sa scolarité secondaire apparemment se fait à Paris. Son dossier à la faculté de droit parisienne indique qu'il est bachelier ès-lettres de l'Académie de la Seine, de l'Académie de Paris. C'est là encore un trait propre à cette bourgeoisie qui s'est enrichie, cette bourgeoisie qui est ambitieuse pour ses enfants et qui les inscrit dans les grands lycées parisiens. David fait partie des 0,6% de sa génération, de sa classe d'âge, à décrocher le baccalauréat. Comme son frère aîné, d'ailleurs, il a un frère aîné de 3 ans, qui lui aussi est bachelier ès-lettres de l'Académie de Paris. À l'époque, lorsqu'il devient bachelier, David habite au domicile parisien de ses parents, au 31 de la rue de l'Université, à 2 pas du Palais Bourbon. Et on aime à imaginer, en tout cas j'aime à imaginer, qu'il a peut-être fréquenté un de ces proches établissements parisiens prestigieux, ces grands lycées parisiens prestigieux où l'on réseaute très jeunes et qui sont finalement des pépinières de beaucoup de futurs membres du Conseil d'État impérial. Le lycée Henri IV, le lycée Louis le Grand, le collège Sainte-Barbe, le collège Saint-Louis, Charlemagne et tant d'autres. Et puis, je voudrais, pour finir sur le capital intellectuel et académique, sa scolarité, bien évidemment, dans le supérieur. Immanquablement, la scolarité de David se déroule sur la montagne Sainte-Geneviève, à l'école de droit. À partir de 1851, il a 17 ans. Ce choix s'impose sans doute assez naturellement à lui. Tout d'abord, il est bachelier ès-lettres, qui est le sésame indispensable pour pouvoir s'inscrire à la faculté de droit. Son frère aîné mène déjà des études de droit à la faculté. Il est en train d'achever sa licence au moment où son frère cadet s'inscrit. La faculté de droit est la plus importante des facultés en France et à Paris. Elle est aussi la plus prestigieuse et la plus prisée de la bourgeoisie libérale. C'est aussi la plus chère. Cette faculté délivre des diplômes qui permettent de s'insérer facilement dans le monde des affaires ou de la haute administration, des diplômes qui permettent d'obtenir des professions honorables, et elle accueille finalement un grand nombre de ceux qui sont appelés à former l'armature politique, administrative, judiciaire du pays. Et puis, les enseignements qui y sont dispensés, les valeurs qui y sont prônées, eh bien, n'ont rien pour déplaire à une France des notables qui communie aux besoins d'ordre et de sécurité. La faculté de Paris étant finalement le bastion des héritiers de la bourgeoisie qui ont été sélectionnés dans leurs études antérieures. La famille de David, c'est un trait notable,
est une famille qui sacrifie visiblement également au culte des études. Son père a commencé des études de médecine très jeune, à Rochefort. Et puis il s'est engagé dans la marine militaire. Il a vogué sur les rives du golfe du Mexique. Et puis il est revenu vers 18-19 ans en France. Et il est venu finir ses études de médecine à la faculté de Paris. Le frère de David, le frère aîné de David également, est bachelier ès lettres, je vous l'ai dit. Et puis il va s'inscrire à la faculté de droit. Il ira jusqu'au doctorat, lui aussi. Il sera docteur en droit et il poursuivra ensuite une carrière pendant 30 ans de magistrat judiciaire à la cour d'appel de Douai. Et David, alors que rien ne l'y oblige, vu les relations notamment politiques de son père, eh bien David va mener des études de droit à la faculté, et ce jusqu'au doctorat. Doctorat qui n'est absolument pas une condition pour entrer dans la magistrature ou pour entrer au Conseil d'État, mais David tient visiblement à mener ce doctorat jusqu'au bout. Alors, il entre en 51 à la faculté, il sera licencié en 54, il va obtenir son doctorat 2 ans plus tard, à l'été 1856. Entre-temps, en 55, il devance l'appel et il s'engage dans le 88e régiment de ligne. C'est ce que révèle son dossier militaire en 55, en janvier 55. Et puis, au printemps 55, il commence à passer ses examens de doctorat, et dans le même temps, il passe également le concours pour devenir auditeur au Conseil d'État. Et donc, il devient auditeur au Conseil d'État en 55, et 1 an plus tard, il achèvera son cursus en terminant sa thèse. Au préalable, il faut passer des examens de doctorat, et c'est là le seul échec de David. Il a dû s'y prendre à 2 fois pour un de ses examens. Il a été recalé, ajourné une première fois, avant 1 mois plus tard de décrocher son examen et d'avoir le droit de passer sa thèse. C'est ça pour dire qu'à l'évidence, David et sa famille achèvent. David achève ce qu'il a commencé, et il semble entretenir un goût certain pour les études prolongées, sans se reposer sur les avantages que lui confère sa position sociale ou l'influence politique de sa famille. À bien y regarder, tout dans ce parcours académique et dans la future carrière de David relève d'une logique notabilitaire, particulièrement sa fréquentation de l'école de droit du Panthéon, sa classe sociale, ses études secondaires, ses ambitions professionnelles, sa carrière future, conduisent tout naturellement David sur la montagne Sainte-Geneviève. Alors reste à savoir quel étudiant a été David, quel est le droit qui lui a été enseigné pendant 4 ans, avant d'entrer au Conseil d'État, avec le succès que l'on sait, et surtout, et c'est là la grande difficulté de cette communication, et je ne suis pas du tout sûr de remplir l'objectif qui m'a été donné, comment faire le lien finalement entre ces études, entre ce passé académique et intellectuel, et finalement la pratique qui sera celle de David en tant que membre du Conseil d'État. Donc je ne suis pas sûr du tout de réussir à démontrer ce lien. En revanche, il y a une chose certaine, c'est que ce jeune Edmond David, à la faculté de droit, suit un cursus de droit à Paris, classique, c'est-à-dire un cursus qui est à la fois indigeste et indigent. L'indigestion, tout d'abord. Lorsqu'il prend sa première inscription à la faculté, en novembre 51, David pénètre une institution qui jouit d'une grande stabilité, qui est dirigée par un doyen qui n'a rien d'un révolutionnaire, c'est le doyen Pelat, c'est un romaniste, il restera doyen encore pendant 17 ans. Autre caractéristique, les enseignements au sein de cette faculté, à l'époque où David y rentre, sont des enseignements qui sont absolument immuables à peu près depuis l'an 12. Depuis l'an 12, ce qui est une façon polie de dire 2 choses. Ces cours sont consacrés presque exclusivement au droit romain et au code civil. Et puis, ça sera le deuxième point de cette première partie, ils sont également des cours dépourvus de des enseignements dépourvus de toute ambition scientifique. Tout d'abord, donc, l'exclusivisme, le monopole du droit civil, l'exclusivisme civiliste. La faculté dans laquelle pénètre David est le lieu de la toute-puissance du droit privé, qui est considéré comme le seul à pouvoir régler toutes les situations juridiques. En découle la prééminence dans les enseignements du droit romain et du droit civil, ou plutôt du code civil, puisque le droit civil est abordé dans l'ordre du code civil. En ce début de Second Empire, la situation est même pire de ce point de vue que ce qu'elle fut par le passé,
depuis quelques années, l'ouverture de cours nouveaux a systématiquement échoué en philosophie du droit, en économie politique, en histoire du droit, en législation économique, industrielle ou financière, notamment sous la monarchie de Juillet. Il y a eu beaucoup de propositions en ce sens qui ont toutes échoué, parce que le conservatisme, notamment le conservatisme des professeurs, l'emporte sur toutes les tentatives de réforme du ministère de l'instruction publique. Et surtout, depuis le Second Empire, depuis 1952, et David entre en 1951, depuis un an après l'entrée de David à la faculté, des cours jugés par trop subversifs ou politiques ont même été supprimés. C'est le cas du cours de droit constitutionnel. À la place, on crée des nouveaux cours de droit romain, des cours de pandecte ou des cours d'institut. Donc, de façon générale, la faculté est ramenée à l'étude du droit romain et des codes napoléoniens. Sont écartées toutes les matières suspectes de philosophie ou de politique. Finalement, comme aux meilleures heures de la Restauration, quand les ultras avaient eu la peau de Gérondeau et de son cours de droit administratif. Alors en licence, toujours quand David est inscrit, en licence, 10 matières sur 16 forment encore le précaré des civilistes et des romanistes. Le droit administratif ne fait typiquement l'objet que d'un seul cours en troisième année. Les épreuves orales du baccalauréat, alors du baccalauréat en droit, cette fois-ci, de David, les 2 premières années de droit avant la licence. Les épreuves orales du baccalauréat, de la licence de David et du doctorat de David sont toujours l'occasion pour lui de passer devant des jurys où les privatistes dominent très largement. Blondeau, Roustin, Machelard, Demangea, Pelat, qui sont des romanistes, Demante, Delzers, Oudot, qui sont des civilistes, Colmet de Santerre, Bravard, Rateau, qui sont commercialistes, Bonnier, qui enseigne la procédure civile, Deporté, l'introduction générale au droit, et puis Vatrin, qui enseigne le droit administratif. Tout ça, on le retrouve dans le dossier scolaire de David à la faculté. On voit devant qui il passe ses examens exactement. Alors, par ailleurs, ce même exclusivisme s'impose dans le choix des sujets de thèse. J'ai dû faire une diapo, elle est ici. Ce même exclusivisme s'impose dans le choix des sujets de thèse, et c'est le cas bien sûr de celle de David, qu'il soutient en 1856, dont le sujet porte, vous le voyez, sur... Est-ce que c'est écrit? C'est pas écrit. La cession des créances en droit romain, de la cession des créances en droit romain et en droit français, avec un jury composé de Pelat, qui est romaniste, vous voyez ici, Duverger, un civiliste, Bravard, qui est commercialiste, et Demante, qui est un civiliste. Vous voyez ici le poids de la romanité et du droit civil. Alors David, ici, avec ce sujet, ne fait ici que respecter la réglementation, c'est-à-dire rédiger en vue de la soutenance, et après avoir été admis, après des examens oraux, eh bien, il rédige 2 dissertations qui portent obligatoirement sur le droit romain et sur le droit civil, 2 dissertations qui sont ici réunies en un seul document, dissertation sur laquelle porte en soi la soutenance. Dissertations qui ont toujours une allure romaine ou privatiste. C'est d'ailleurs le cas la même année pour les 45 autres thèses soutenues à Paris en cette année 56. Alors on le voit, David est avant tout formé pour devenir un jurisconsulte, généraliste, doté d'une dialectique rigoureuse, connaissant les principes fondamentaux du droit, apte à les manier et à en tirer des raisonnements. Il est de cette génération à qui l'on enseigne que le droit repose sur 2 jambes, le code, d'une part, ou les codes, d'une part, et puis le droit romain, d'autre part, le droit romain qui est toujours considéré comme raison écrite, une raison écrite qui vivifie le droit civil, droit romain qui est toujours considéré comme un droit encore vivant, finalement. Alors, je vous l'ai dit, l'une des autres caractéristiques de ce programme d'enseignement suivi par David, c'est qu'il aborde le droit de façon très dogmatique et absolument pas scientifique. Et je laisse d'ailleurs cette diapositive puisque j'évoquerai ici essentiellement la thèse de David. Alors, je ne pourrais pas être là demain, j'aurais bien voulu entendre ce que Mathieu Toudet Divina aurait dit justement sur la façon dont David cite la doctrine, puisque j'imagine qu'il fait référence à cette thèse dans cet article. Alors cette thèse ainsi que la soutenance viennent clore donc en août 56
Les soutenances se déroulent en général l'été, au mois d'août, juillet, août 56. Elle vient clore en août 56 le doctorat qui est entamé depuis 54. Et depuis que David a achevé sa licence. Alors le doctorat à l'époque, ce sont des choses connues ici, consiste à suivre de nouveaux cours, à suivre des cours spécifiques, élargis à d'autres matières que le droit romain ou le droit civil. Et on obtient ce doctorat après avoir subi et réussi des examens oraux, rédigé nos 2 fameuses dissertations, rédiger également des propositions de thèse, et ce sont ces dissertations et ces propositions de thèse qui font, à proprement parler, l'objet d'un acte public, c'est-à-dire d'une soutenance. Je vous ai mis ici les positions de thèse d'Edmond David. Alors, vous voyez, ça porte à la fois sur les matières de la thèse, droit romain, droit français, alors c'est extrêmement technique, je ne rentre pas dans le détail, je ne vais pas vous lire le document. Et puis ensuite, vous avez des positions sur d'autres matières entre guillemets jugées plus secondaires, droit criminel, droit administratif, histoire du droit, droit des gens. Et donc ici, le candidat finalement fait des propositions, et cela va donner lieu à une joute avec le jury, sachant que le président du jury, Pelat en l'occurrence, est celui qui est plutôt chargé de faire le défenseur, quand les autres membres du jury, au contraire, essaient de secouer quelque peu le candidat. Je vous ai mis en rouge, j'en parle maintenant, j'ai découvert ça finalement il y a 2 jours. J'étais très embêté parce que ça remettait en question ce que j'avais écrit jusque-là. Cette thèse-là, elle est d'un très bon niveau académique. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a une thèse soutenue en 1854 par un autre candidat qui a le même plan, qui a les mêmes partis, et puis il y a les mêmes positions de thèse en rouge. Et encore, je n'étais pas tout repéré, mais ça, c'est celle que j'ai repérée. Et puis en 58, et puis en 60, et puis en 62, et puis en 68, et puis en 72, il y a des dizaines de thèses soutenues sur la cession des créances, la cession des actions, la cession des créances en droit français, la cession des créances en droit romain. Et à chaque fois, on retrouve le même plan. Voilà. Jusque dans les années 80. Bon, je vous laisse, ça m'a beaucoup perturbé. Bon. Ces positions de thèse sont de simples propositions sommairement développées et présentées en 2 ou 3 pages. Elles doivent servir donc de base à la discussion, mais elles n'ont pas de véritable portée scientifique. À proprement parler, la thèse réside dans ces propositions, et il y a autant de thèses que de propositions controversables. Le doctorat est encore à cette époque une licence élargie et l'aboutissement de connaissances accumulées en cours. Et la soutenance n'a finalement pour raison d'être que de vérifier les qualités argumentatives de l'impétrant, de vérifier sa capacité à défendre en justice, notamment un plaideur. Finalement, ce diplôme est à la mesure d'une faculté qui est repliée sur elle-même et qui est encore pour l'essentiel une machine à faire passer des examens et délivrer des brevets professionnels, des brevets de compétences professionnelles. Finalement, ce doctorat incarne l'enfermement de ses professeurs à l'intérieur de ce sanctuaire dont les portes restent closes. David obtient son doctorat relativement rapidement, puisqu'il met 2 ans. La forme de sa thèse est classique, 2 dissertations équilibrées en volume, consacrées donc au droit français et au droit romain. Le fond du sujet est classique. Il ne s'agit pas d'apporter à la science. D'ailleurs, je viens de vous dire, c'est un sujet qui a été traité plusieurs fois avant et qu'il sera encore traité plusieurs fois au cours du même été et dans les années qui viennent. Quant au corps de la thèse, il consiste en un exposé dogmatique, aride, de droit romain, puis de droit français, depuis le Moyen-Âge jusqu'au Code civil. David y fait une œuvre d'exégète. Il colle aux sources, il colle aux grands auteurs, coutumiers, de droit savant. Il illustre son propos de cas pratiques, il relaie des interprétations déjà posées. Il s'emploie à éclairer quelques difficultés ou contradictions, mais il n'échafaude pas de théories ou d'hypothèses, et il écrase également souvent la chronologie. Dit autrement, David ne modifie pas l'état des connaissances, l'état de l'art sur le sujet, il ne fait pas œuvre de doctrine, mais il se contente, et c'est déjà admirable, je tiens à dire, c'est déjà admirable, de retracer le régime, l'état et l'évolution du droit de la cessabilité des
créances dans deux parties juxtaposées, droit romain, droit français, à peine articulées entre elles par un lien logique. L'impression que l'on retire de la lecture est vraiment celle d'une dissertation terriblement technique, savante. J'ajoute que le tout est réalisé avec un appareil de notes très réduit, des notes qui ne renvoient qu'aux sources législatives ou doctrinales, mais qui ne renvoient à aucune bibliographie. Alors, il y a bien évidemment une difficulté à l'époque d'accéder à la doctrine ou à la bibliographie, mais ça dénote néanmoins une ambition scientifique assez faible. Finalement, cette dissertation compte peu dans l'obtention du doctorat, en tout cas sans doute beaucoup moins que les examens oraux passés au préalable, et à propos desquels, je vous l'ai dit, David a dû, pour l'un, s'y reprendre à 2 fois. Il n'en demeure pas moins que l'exercice nous révèle les très importantes connaissances et aptitudes de civiliste d'Edmond David, en tout cas en apparence, modulo ce que je vous ai dit sur ce que j'ai découvert avant-hier. La question, c'est qu'en est-il du droit administratif ? Qu'en est-il du droit administratif, cette matière obscure qui pourtant va désigner David à la postérité et qui va le rendre célèbre chez tous les étudiants en droit. C'est là que je parle désormais d'indigence, l'indigence du droit administratif. Et tout d'abord, l'insuffisance des matières administratives. Alors, quand David suit pour la première fois des cours de droit administratif, en 3e année, eh bien, à Poitiers, Toulouse, Dijon, Grenoble, les étudiants de sa génération suivent les cours de Foucart, Chauveau, Sérigny, Malin. Eh bien, à Paris, David et ses camarades doivent supporter Édouard Vuatrin. Vuatrin qui succède à Macquarel et qui occupe la chaire de droit administratif entre 51 et 88, pendant 37 ans. Vuatrin qui, pendant donc près de 40 ans, va visiblement s'appliquer à être le fossoyeur du droit administratif à Paris. David suit nécessairement ses cours en licence et en doctorat. Alors Vuatrin, tout d'abord, c'est un romaniste de formation, et il aurait sans doute voulu le rester. C'est un anti-scientifique qui s'oppose à toute réforme ou modification des programmes. Il est professeur de droit administratif, il s'oppose à la création de tout nouveau cours de droit public ou de droit administratif pendant 30 ans. Et il demande au contraire que son cours voit ses heures augmenter, mais il ne veut pas que d'autres l'enseignent. C'est un anti-scientifique, c'est un moniste, c'est-à-dire qu'il s'oppose à la reconnaissance de la spécificité, de l'autonomie du droit administratif. Pour lui, la science juridique est une et indivisible, et n'a qu'une seule source, bien évidemment, le droit privé. Vuatrin fait partie de ces professeurs de droit administratif qui n'ont eux-mêmes pas suivi d'enseignement de droit administratif dans leur cursus. C'est aussi un professeur de droit administratif qui fait partie de ces professeurs qui ont remporté un concours de chaire ne comportant aucune épreuve de droit administratif. Et surtout, il fait partie de ces professeurs de droit administratif qui auraient sans doute voulu jamais enseigner le droit administratif. En 1944, il remporte un concours de chaire pour devenir suppléant. Et il devient d'ailleurs l'assistant de Macquarel. En 1946, il connaît un premier échec dans le cadre d'un concours de chaire pour obtenir la chaire de procédure civile, pour devenir titulaire cette fois-ci. Il échoue pour la chaire de procédure civile en 1946. En 1948, il échoue pour obtenir la chaire d'histoire du droit. Et puis en 1950, il échoue pour obtenir la chaire de droit civil. Et puis en 1951, il obtient, face à Chauveau, dont le principal handicap est avant tout d'être toulousain, il obtient face à Chauveau la chaire de droit administratif, une chaire arrachée au forceps, et une chaire qui va sans doute être vécue par lui comme un véritable purgatoire. Alors il n'est pas le seul, c'est arrivé à Chauveau, à Toulouse, c'est arrivé à Oriou au début de sa carrière à Toulouse, c'est arrivé à Cabantous, à Aix, c'est arrivé à Barillot, à Poitiers. Souvent, ces civilistes voient l'obtention d'une chaire de droit administratif comme un déclassement. Il fait partie de ces professeurs qui n'ont absolument rien écrit, ou presque, sur la matière qu'ils ont enseignée, et du haut de sa chaire à vie,
eh bien, Veuatrin, cette chère avis qui est une sorte de forteresse inexpugnable, où rien ne peut venir l'atteindre, eh bien, je cite ici les rapports qui sont faits à son sujet, Veuatrin fait preuve d'un esprit peu étendu. L'inspecteur Laferrière, le père de l'autre Laferrière, explique que Veuatrin vit surtout avec ses textes et qu'il préférerait enseigner le droit romain. Alors, le portrait le plus parlant de Veuatrin, je trouve, mais aussi le plus cruel, c'est celui qui est dressé par un des contemporains de David. Un des contemporains de David qui est devenu journaliste au Figaro et qui écrit en 1958 ce portrait. Il parle de Veuatrin et il dit ceci: « C'est l'épouvantail des étudiants de 4e année, le cauchemar de leur nuit d'insomnie, c'est lui l'exécuteur des hautes œuvres de l'examen. Il marche la tête baissée, il est humble et liant. Il voudrait tant qu'on eût de l'affection pour lui. Tous ses regards semblent dire « ce n'est pas de ma faute si je suis inexorable ». Il est de la nature de son enseignement d'être haï. N'est-il pas la personnification du droit administratif, cette science indigeste, informe, immense, inextricable, obscure, enchevêtrée de lianes qui se croisent dans tous les sens, 1000 fois plus impénétrable qu'une forêt vierge de l'Amérique. Et c'est dans ce fourré sombre et épineux que M. Veuatrin est chargé de vous introduire. Invariablement, l'étudiant en droit, quand il en a sondé la profondeur et l'obscurité, refuse d'aller plus loin pour ne pas perdre son temps et ses efforts. Et après toutes les exhortations amicales qu'il peut imaginer, le professeur est forcé, devant l'ignorance complète de l'élève à l'examen, de jeter dans l'urne la fatale boule noire qui le condamne. Et ça a été comme ça pendant 35 ans, avec Veuatrin, à la faculté de droit. On imagine les dégâts commis en amphithéâtre par Veuatrin auprès de David et de ses camarades. Je précise Veuatrin qui sera mis à la retraite forcée d'office en 88 parce qu'il est devenu complètement sourd et qu'il annonce son cours avec un niveau sonore extrêmement bas et qu'il subit des chahuts. 5 minutes, ça ne va pas le faire, mais bon, je vais essayer. Il subit des chahuts qui durent des heures, et il obtiendra qu'on lui conserve son logement de fonction jusqu'à sa mort en 93. Alors, quant au fond de l'enseignement, voilà pour la forme, mais quant au fond de l'enseignement, ce n'est pas à proprement parler un cours de droit administratif, c'est un cours de matière administrative. À une époque où le droit administratif est encore un droit qui est enseigné de façon éparpillée, de façon fragmentaire et fragmentée. On s'intéresse, et Veuatrin le fait, il s'intéresse aux diverses interventions de l'administration dans le champ social, en vue de l'utilité publique, mais sans en proposer de formalisation juridique. Donc les règles applicables à telle ou telle matière sont exposées froidement, sans utilisation de la doctrine ou de la jurisprudence. Veuatrin aborde pêle-mêle le domaine, la voirie, les cours d'eau, l'expropriation, les mines, les marais et beaucoup les travaux publics. Et puis aussi la propriété intellectuelle, ce qui est toujours une façon de faire un peu de droit civil. Cet enseignement se fait, nous dit toujours Laferrière, avec une direction exégétique. Il est dénué de toute ambition scientifique. Vous l'avez compris, la matière n'est jamais ramenée au principe qui la structure. Alors la question, c'est, à l'issue d'un tel enseignement, est-ce que David sort de la faculté mal préparé aux hautes fonctions administratives qui l'attendent et que l'on connaît? Eh bien, rien n'est moins sûr, puisque l'enseignement de Veuatrin est sans doute médiocre, mais il faut se méfier de tout présentisme. Cette formation, elle est encore la meilleure voie pour accéder à un grand corps de l'État, et notamment au Conseil d'État. Tel qu'il est enseigné, de prime abord, ce droit administratif paraît de piètre qualité, lacunaire, englué les pieds dans la glaise, et sans doute très rébarbatif. Pour autant, cette pauvreté de forme et de fond n'a rien de rédhibitoire et n'empêchera pas David de faire la carrière que l'on sait. Notamment parce que cet enseignement est tout d'abord un enseignement qui est supplétif du droit administratif, et en cela, finalement, quelque part, c'est un atout pour les gens comme David, qui vont devoir développer le droit administratif, mais ils le font en tant que civilistes, finalement, ou avec des formations de civilistes. La matière du droit administratif s'inspire encore à l'époque, substantiellement, des principes et des théories civilistes. Pratiquer le droit administratif, s'intéresser à la gestion du patrimoine de l'État, s'intéresser à l'aliénation des biens d'un département, statuer sur une donation faite à une commune.
Tout cela requiert finalement à bien des égards un savoir et des compétences de civiliste. Et on peut dire que pour David, finalement, eh bien, ce savoir civiliste va constituer un réservoir de mots, de concepts, dans lesquels il s'agira de piocher, en les adaptant bien sûr, pour satisfaire les besoins nouveaux de l'État, son administration et son droit. Et donc l'éventuelle faiblesse en matière administrative, justement, que rien ne permet d'attester pour l'instant, est nécessairement palliée par la solide formation de civiliste de David. Elle n'est pas un handicap pour ceux qui souhaitent finalement entrer au Conseil d'État. Quelle est la meilleure voie pour entrer au Conseil d'État ? Eh bien, le cursus suivi à la faculté prépare au concours, notamment celui de l'auditorat au Conseil. La faculté détient même ici un monopole. L'éphémère école d'administration qui a été créée en 1948 a disparu. L'école libre des sciences politiques n'a pas encore été créée par Boutmy. J'en termine. Et l'école de droit, au passage, joue ici son rôle premier, celui qu'elle s'est assigné, à défaut de participer à l'essor de la science, dispenser des enseignements dont la dimension professionnalisante ne tient qu'en la délivrance d'un diplôme d'État ouvrant sur l'exercice d'un métier juridique. À proprement parler, la faculté ne dispense pas une formation professionnalisante, c'est le stage probatoire, réalisé une fois entré dans le corps qui fait fonction d'école pratique. Et d'ailleurs, il reviendra à David ensuite de se former sur le tas au contact de membres du Conseil d'État plus expérimentés. Quoi qu'il en soit, au printemps 1955, le cursus déjà effectué de David, il sera bientôt docteur, mais il ne l'est pas encore, lui donne quelques raisonnables espoirs de franchir les portes du Palais d'Orsay en obtenant l'une des rares places d'auditeur mises au concours. Il remplit toutes les conditions pour pouvoir candidater. Je ne rentre pas dans le détail, il y a encore une dimension très népotique dans ce concours. On se doute qu'avec les relations qu'il a, David les remplit. Mais ce qu'on sait aussi, alors je le prends à Marc Bouvet, qui me l'a communiqué il y a une demi-heure, il sort deuxième du concours. Donc il n'a sans doute même pas eu besoin d'être appuyé pour remplir ce concours, pour réussir ce concours. Je précise que David a toujours été un bon étudiant. La plupart de ses diplômes, sa licence, son baccalauréat, sa licence sont réussis avec éloge. Beaucoup de boules blanches, quelques boules rouges, jamais de boules noires, bien sûr. Donc c'est un bon étudiant, un très bon étudiant. En mai 1955, il est admis donc au CE, au Conseil d'État, comme auditeur de deuxième classe. Il a 21 ans et 2 mois. Ce succès vient couronner une stratégie élitaire de renforcement du capital économique et social. Ce succès s'inscrit également dans un parcours académique empreint de classicisme, vous l'avez compris, réalisé au sein d'une institution dont sont issus le très grand nombre de ceux qui formeront et qui forment l'armature administrative du pays. Bien né, Edmond David a également été bien formé. Dans un contexte de très forte concurrence, la carrière de David avance assez rapidement, par-delà le changement de régime politique au Conseil d'État. Cette progression linéaire récompense le mérite, sans doute, c'est-à-dire le travail patient de celui qui remet tous les jours l'ouvrage sur le métier, l'agilité intellectuelle et la grande technicité mobilisée dans des contentieux de haut vol, le pragmatisme de celui qui fait œuvre de façon équilibrée, qui participe de façon équilibrée au développement du droit administratif sans dogmatisme, c'est-à-dire sans volonté forcenée d'aligner la pensée de l'État sur la République. Bref, le travail d'un conservateur par nature, mu par une conception libérale de l'État et de son droit, à une époque où la République est conservatrice, et pour beaucoup, elle est encore jugée comme provisoire. Merci beaucoup.